L'agent de la gendarmerie a failli faire une sortie de route sur la Highway 101 quand la silhouette a émergé de la lisière de la forêt. Au début, il a cru à un épouvantail, une chose incroyablement maigre et déguenillée, qui se déplaçait sur l'asphalte avec des mouvements saccadés et contre nature. Mais les épouvantails ne s'effondrent pas au milieu de la route. Ils ne lèvent pas des mains squelettiques, aux doigts écorchés jusqu'à l'os et saignant, avec une bouche qui s'agite en silence autour de mots qui ne veulent pas sortir. La chose qui avait autrefois été un homme pesait peut-être 40 kilos. Ses vêtements pourris n'étaient plus que des lambeaux de tissu s'accrochant à peine à des os saillants. Ses pieds étaient noirs d'infection, ses ongles de pied tombés, la plante usée jusqu'à la chair vive. Mais ce sont ses yeux qui ont poussé le gendarme à attraper sa radio d'une main tremblante. Des yeux qui avaient vu quelque chose au-delà des frontières du monde habité par les gens convenables, des pupilles dilatées par une terreur si profonde qu'elle semblait l'avoir vidé de l'intérieur. Quand les secouristes du SAMU ont enfin réussi à le stabiliser assez pour qu'il puisse parler, ses premiers mots furent « Il me gardait, pas détenu, ni piégé, gardé ». Comme un enfant garde un scarabée dans un bocal, le regardant gratter contre les parois de verre, oubliant de le nourrir, ne s'en souvenant que lorsque l'envie lui prend. L'histoire qu'il a racontée aux inspecteurs semblait impossible, une fosse profonde dans la forêt, aux parois de terre trop lisses pour être escaladées, une silhouette massive qui apparaissait au bord chaque soir, laissant parfois tomber des morceaux de viande, ou se contentant parfois de le fixer avec des yeux qui reflétaient la lumière du feu comme ceux d'un loup. Il a dit que la créature lui touchait parfois la tête, presque doucement, avec des mains grandes comme des assiettes. Il a dit que ça sentait la mort, la fourrure mouillée, et quelque chose de plus ancien encore. Il a dit que ça l'avait gardé pendant 4 mois et qu'il ne s'était échappé que lorsqu'un autre était arrivé, quand il s'était battu pour le territoire, pour la possession. Pour lui, et dans le chaos de leur violence, il avait trouvé une chance de grimper sur les parois effritées qu'ils avaient endommagées dans leur bataille, de courir jusqu'à ce que ses pieds en ruine ne puissent plus le porter. Maintenant, il est assis dans un lit d'hôpital, à peine capable de marcher, essayant de convaincre quiconque voudra bien l'écouter que quelque part, dans la cascade Range, il y a une fosse de près de 4 mètres de profondeur, avec les marques de ses ongles gravées dans la terre, avec au fond des ossements qui ne sont pas tous d'origine animale. Mais quand ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Pas de fosse, pas d'empreinte, aucune preuve, à l'exception de la ruine qu'était devenue son corps et de l'histoire qui tourne en boucle derrière ses yeux, l'histoire de la chose qu'il avait gardée comme un trophée, qu'il avait traitée comme une pièce de collection, qu'il avait observée comme un collectionneur observe quelque chose de précieux, de fragile et d'absolument désespérément piégé. Todd Brennan randonnait dans l'Olympic National Forest depuis 3 jours quand tout a dérapé. Il avait 42 ans, professeur de sciences au collège à Tacoma, et passait ses étés seul dans la nature, à photographier des oiseaux et à cataloguer des espèces de plantes pour un hobby que son ex-femme avait qualifié d'agressivement ennuyeux. Todd ne se plaignait pas de la solitude. Après le divorce, après la maison vide et la façon dont les conversations de ses collègues s'arrêtaient net quand il entrait dans la salle des profs, il avait trouvé la paix dans le silence vert et profond des forêts anciennes, dans le travail patient d'identification des espèces de mousses et dans l'attente de plusieurs heures pour la photo parfaite d'un grand pic. Il avait garé sa Subaru au point de départ du sentier de Graves Creek, un mardi matin de fin juillet. Le parking était vide à l'exception du pick-up d'un garde forestier et d'un camping-car déglingué avec des plaques d'immatriculation de Californie. Le sentier qu'il avait choisi était classé de difficulté modérée à difficile, une boucle de 20 km qui devait l'emmener au cœur de la vallée de la rivière Kino, à travers des massifs de sapins de Douglas et de cèdres rouges de l'Ouest si énorme qu'il semblait dater d'avant la mémoire humaine. Il avait emporté de quoi tenir 4 jours, tente, sac de couchage, filtre à eau, repas lyophilisés,
trousse de premiers secours, téléphone satellite pour les urgences. Tout dans les règles de l'art. Tout était prudent et planifié, à l'image de la façon dont Todd abordait la vie depuis que le chaos lui avait appris la valeur de la préparation. La première journée avait été parfaite. Il avait parcouru 13 kilomètres à travers des bosquets aux allures de cathédrale où la lumière filtrait en rayons dorés et poussiéreux, où le silence était si complet qu'il pouvait entendre les battements de son propre cœur. Il avait photographié 3 espèces distinctes de pics, documenté ce qu'il pensait être une variété rare de Monotrope uniflore poussant à l'ombre d'un cèdre tombé et rempli son carnet d'observations minutieuses. Il avait campé cette nuit-là au bord d'un ruisseau si clair qu'il pouvait voir chaque galet au fond, avait cuisiné son bœuf stroganoff déshydraté sur un minuscule réchaud de camping et s'était endormi au son de l'eau glissant sur la pierre. Le deuxième jour, la forêt avait commencé à lui sembler différente, pas menaçante, pas exactement, mais comme si elle l'observait. Todd l'avait d'abord remarqué dans le chant des oiseaux, ou plutôt dans son absence. Le bavardage habituel des geais et des mésanges s'était tu vers 10 heures du matin, ne laissant que le murmure du vent dans les aiguilles, des pins et le grondement lointain de la rivière. Il s'était dit que ce n'était rien, juste les fluctuations aléatoires de l'activité de la faune, mais un picotement à la base de son crâne insistait sur le contraire. À midi, il avait commencé à voir les empreintes. Elles étaient dans la terre meuble à côté du sentier, profondément enfoncées dans une boue encore humide de la pluie de la nuit précédente. Au début, Todd avait pensé à un ours. Elles étaient certainement assez grandes, chacune mesurant près de 50 cm de long et la moitié en largeur. Mais la forme ne correspondait pas. Les ours laissent des empreintes avec des coussinets distincts et des marques de griffes plusieurs centimètres en avant de l'empreinte principale. Celles-ci ressemblaient davantage à des empreintes de pas humains, mais grotesquement surdimensionnées, avec une longueur de foulée qui suggérait que quelque chose d'incroyablement grand se déplaçait dans la forêt avec détermination. Todd s'était agenouillé à côté de l'empreinte la plus nette, son appareil photo déjà en main, documentant les 5 marques d'orteils distinctes, la profonde attaque du talon, la façon dont la plante du pied avait comprimé la terre avec ce qui devait être un poids énorme. Il avait pris des photos sous plusieurs angles, utilisé sa gourde comme échelle et même fait un moulage en plâtre rudimentaire avec le ciment dentaire d'urgence de sa trousse de secours. Pendant tout ce temps, cette sensation de picotement s'était intensifiée, évoluant vers la sensation distincte et indéniable d'être observé. Todd s'était redressé lentement, scrutant le sous-bois, ne voyant rien d'autre que la répétition infinie de fougères et de salals, les troncs épais d'arbres anciens disparaissant dans l'ombre. Rien ne bougeait, aucun son. Mais la sensation persistait, pressant contre lui comme un poids physique. Le soir, alors qu'il installait son campement dans une petite clairière près du sentier, Todd s'était convaincu qu'il était paranoïaque. Les empreintes n'étaient probablement que des traces d'ours inhabituelles, déformées par la terre molle et sa propre imagination hyperactive. Le silence n'était que le flux et le reflux normaux de la vie forestière. La sensation d'être observé n'était que son cerveau reptilien déclenchant de fausses alarmes. Le même circuit évolutif qui faisait voir des prédateurs dans chaque ombre aux humains anciens. Il avait préparé son dîner, mis à jour son carnet, vérifié son téléphone satellite pour confirmer qu'il avait toujours du réseau. Tout allait bien, tout était sous contrôle. Il dormait depuis peut-être 2 heures quand les hurlements ont commencé. Il venait de quelque part à l'est, au plus profond de la forêt non balisée. Un son si étranger et si terrible que l'esprit conscient de Todd a d'abord refusé de le classer comme provenant d'un être vivant. Ça a commencé bas, un beuglement guttural qui semblait vibrer à travers le sol, lui-même, puis a grimpé en ton et en volume jusqu'à devenir un cri strident qui ne ressemblait à aucun animal que Todd ait jamais entendu. Pas un ours, pas un cougar, pas un wapiti ou un coyote,
ou aucun des sons que la forêt était censée produire. C'était autre chose, quelque chose qui parlait de rage, de territoire et d'une sorte de fureur primale qui liquéfia les entrailles de Todd de peur. Le cri a retenti de nouveau, plus près cette fois, et maintenant Todd pouvait entendre le fracas qui l'accompagnait. Quelque chose de massif se déplaçant dans le sous-bois sans aucune tentative de discrétion, brisant des branches aussi épaisses que son bras comme de vulgaires brindilles, faisant trembler le sol avec des pas assez lourds pour être ressenti comme une vibration à travers son matelas de sol. Il avait cherché à tâtons sa lampe de poche, avec des mains engourdies et maladroites, le faisceau vacillant alors qu'il essayait de localiser la source du bruit. La forêt, au-delà de sa petite clairière, restait impénétrablement sombre, le faisceau de la lampe de poche avalé par la végétation et la distance. Mais les bruits se rapprochaient. Todd avait fait ce que toute personne rationnelle aurait fait. Il avait attrapé son téléphone satellite et appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, son pouce glissant 2 fois sur le plastique lisse avant de parvenir à l'activer. L'appel a abouti, une voix métallique lui demandant d'énoncer son urgence, mais avant qu'il ne puisse répondre, le hurlement s'est arrêté, le fracas s'est arrêté. La forêt entière semblait retenir son souffle, et dans ce silence soudain et terrible, Todd a entendu quelque chose de pire que le hurlement. Il a entendu une respiration. Elle venait juste au-delà du périmètre de la lumière de son feu de camp, un son rythmé comme des soufflets en action, chaque expiration produisant un grognement sourd qui témoignait d'une capacité pulmonaire massive. Todd s'était figé, le téléphone toujours collé à son oreille, la voix de l'opératrice demandant « Allô? Allô? Vous m'entendez ?» réduite à un bruit de fond sans signification dans sa conscience. Toute son attention s'était concentrée sur cette respiration, sur la façon dont elle semblait tourner autour de son camp, se déplaçant dans le sous-bois, avec à peine un murmure de végétation dérangée malgré la taille évidente de ce qui la produisait. Puis, l'odeur l'a frappée. Elle a envahi la clairière comme une présence physique, une puanteur si accablante que Todd a eu un haut-le-cœur et a failli vomir. C'était comme une charogne laissée à pourrir au soleil d'été, comme la benne à ordures derrière une boucherie en août, comme un chien mouillé et la décomposition et autre chose, quelque chose de sauvage et d'organique pour lequel son nez civilisé n'avait aucune référence. L'odeur d'une tanière de prédateurs, de viande avariée, de fourrure qui n'avait jamais été propre, de déjection corporelle et de la saleté accumulée de quelque chose qui vivait, entièrement en dehors des limites de l'hygiène ou de la compréhension humaine. « Monsieur, je vous demande de décrire la nature de votre urgence. » La voix au téléphone semblait venir d'un autre monde, un lieu d'ordre, de logique et d'aide, qui pouvait être invoqué par la technologie. Todd avait ouvert la bouche pour répondre, pour dire « Il y a quelque chose ici », pour les supplier d'envoyer quelqu'un, n'importe qui, mais avant qu'il ne puisse former les mots, quelque chose était entré à la lisière même de la lumière de son feu. Il a d'abord vu le pied. Il était massif, correspondant facilement aux empreintes qu'il avait trouvées plus tôt, avec une peau épaisse et coriace, sombre comme du vieux cuir, 5 orteils terminés par ce qui ressemblait à des ongles jaunis, le tout se fléchissant et agrippant la terre comme une main pourrait le faire. Le faisceau de la lampe de poche de Todd était monté de ce pied, dépassant une cheville épaisse comme un poteau de clôture, un mollet bombé de muscles sous une fourrure sombre et emmêlée, un genou qui se pliait vers l'arrière d'une manière qui n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait simiesque. Plus haute encore, une cuisse comme un tronc d'arbre, un torse large et profond, des bras pendant au-delà des genoux avec des mains qui auraient probablement pu tenir un ballon de basket comme Todd tenait une orange. Et puis le visage, mon Dieu, ce visage, il était difforme d'une manière qui faisait bégayer le cerveau de Todd, incapable de traiter ce qu'il voyait. Presque humain mais déformé, étiré, les proportions toutes fausses, d'une manière qui suggérait une évolution convergente ou quelque chose qui s'était séparé de l'arbre généalogique humain il y a des millions d'années et avait pris une direction différente.
L'arcade sourcilière était massive, créant des orbites profondes, d'où luisaient des yeux qui reflétaient le faisceau de sa lampe de poche d'un éclat verdâtre, les pupilles se contractant en fente comme celles d'un chat. Le nez était plat et large, les narines se dilatant à chaque souffle rauque. La bouche était trop large, les lèvres retroussées pour révéler des dents trop grandes, trop pointues, tachées de quelque chose que l'esprit de Todd refusait d'identifier. Le téléphone avait glissé de ses doigts engourdis. La créature, car c'en était une créature, quelque chose qui existait dans le fossé entre ce que la science disait possible et ce que les yeux de Todd lui montraient, avait incliné sa tête massive, le considérant avec une expression qui aurait pu être de la curiosité, de la faim ou une émotion entièrement étrangère à l'expérience humaine. Elle mesurait au moins 2,70 m, les épaules assez larges pour masquer les étoiles, couverte d'une fourrure sombre qui semblait rêche et sale, emmêlée de débris et de ce qui aurait pu être du vieux sang. Elle sentait la mort. Elle sentait la pourriture secrète de la forêt, tout ce qui se décomposait dans les endroits sombres et humides où la lumière n'atteignait jamais. Todd avait essayé de courir. Bien sûr qu'il avait essayé. Chaque instinct, chaque impératif évolutif hurlant de son cerveau reptilien exigeait qu'il bouge, qu'il s'échappe, qu'il s'éloigne de cette chose qui n'était pas censée exister. Mais ses jambes l'avaient trahi, ses muscles bloqués dans une terreur rigide, et le temps qu'il parvienne à se mettre debout en titubant, la créature avait bougé. Mon Dieu, elle s'était déplacée si vite. Quelque chose de cette taille n'avait pas le droit de se mouvoir avec une telle vitesse, mais elle avait couvert la distance entre eux en 2 enjambées, une main énorme s'abattant pour saisir Todd par l'épaule. La poigne était écrasante, des doigts épais comme des manches à balai s'enfonçant dans sa chair, assez fort pour faire craquer ses os. Todd avait ouvert la bouche pour crier, et l'autre main de la créature s'était plaquée sur son visage, la paume couvrant son nez et sa bouche, coupant l'air et le son simultanément. Le monde avait basculé. Todd s'était senti soulevé, ses pieds quittant le sol, tout le poids de son corps soutenu par ses mains immenses, aussi facilement qu'il aurait soulevé un chiot. La créature s'était retournée, l'emportant loin de son camp, dans la forêt, se déplaçant d'une démarche dégingandée qui avalait le terrain à une vitesse impossible. Todd s'était débattu, essayant de mordre la paume qui couvrait sa bouche, essayant de donner des coups de pied et de se tordre. Mais c'était comme se battre contre de la pierre. La chose ne semblait même pas remarquer ses efforts, continuant simplement d'avancer, se frayant un chemin à travers le sous-bois qui déchirait les vêtements et la peau de Todd, les branches fouettant son corps alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt non balisée. Il avait commencé à perdre connaissance par manque d'oxygène, sa vision se rétrécissant en un point de conscience quand la créature s'était soudainement arrêtée. Elle avait changé sa prise, retirant sa main du visage de Todd juste assez longtemps pour qu'il puisse aspirer une bouffée d'air désespéré qui avait un goût de pourriture et de fourrure, puis elle l'avait jeté. Elle avait simplement ouvert ses mains et l'avait projeté dans les airs comme un sac d'ordures. Todd était tombé d'environ 2,5 mètres, atterrissant assez durement pour que l'air soit chassé de ses poumons, la douleur explosant dans son épaule gauche et ses côtes. Il était resté là, haletant, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de faire en sorte que son corps réponde à des ordres qui semblaient mettre une éternité à voyager du cerveau aux muscles. Quand il avait enfin réussi à s'asseoir, il avait réalisé qu'il était au fond d'une fosse. Les parois s'élevaient autour de lui de tous côtés, des pentes de terre qui semblaient presque sculptées, trop lisses et régulières pour être naturelles. La fosse était à peu près circulaire, d'environ 3,50 m de diamètre et tout aussi profonde. Le fond couvert d'une couche de feuilles mortes et d'autres choses. Quelque chose qui craquait sous son poids quand il essayait de changer de position. Todd avait cherché à tâtons sa lampe de poche. Miracle des miracles. Elle était toujours attachée à sa ceinture, et dans son faisceau, il avait vu sur quoi il était allongé. Des os d'animaux pour la plupart, à en juger par la taille et la forme.
des côtes de cerf nettoyées jusqu'à l'os, ce qui ressemblait au crâne d'un raton laveur, des choses plus petites, des os d'oiseaux et des squelettes de rongeurs mélangés aux feuilles. Et là, à moitié enfoui dans les débris organiques, quelque chose qui a soulevé l'estomac de Todd, un fémur humain jauni par le temps, une extrémité éclatée comme s'il avait été brisé pour en extraire la moelle. Il avait reculé en se traînant, heurtant la paroi de la fosse avec assez de force pour faire pleuvoir de la terre sur sa tête, et c'est alors qu'il avait levé les yeux pour voir la créature debout au bord. Elle se découpait en silhouette contre les étoiles, une forme massive qui masquait les constellations, et elle le fixait de ses yeux réfléchissants. Todd s'était plaqué contre la paroi, se faisant aussi petit que possible, attendant qu'elle descende et finisse ce qu'elle avait commencé. Mais elle ne l'a pas fait, elle est juste restée là, respirant selon ce schéma rauque et rythmé, le regardant avec une intensité qui semblait presque réfléchie. Puis, sans prévenir, elle s'était retournée et avait disparu dans la forêt, laissant Todd seul dans la fosse avec pour seul compagnon sa lampe de poche et les os de ses précédents repas. Pendant longtemps, peut-être 1 heure, peut-être 3, le temps avait perdu toute signification, Todd était resté assis là, en état de choc, son esprit refusant d'accepter ce qui s'était passé. Ce n'était pas possible. Des choses comme ça n'arrivaient pas au professeur de collège de Tacoma qui documentait les espèces de mousses pour le plaisir. C'était le genre d'histoire qu'on raconte au coin du feu, de photos floues et d'émissions de fin de soirée sur le câble, dont ses collègues se moquaient dans la salle des profs. Mais les parois de la fosse étaient réelles. Les os qui craquaient sous lui étaient réels. La douleur dans son épaule et ses côtes étaient réelles. Et quelque part dans l'obscurité, cette chose était réelle aussi. Il avait essayé de sortir en grimpant. Bien sûr qu'il avait essayé. Les parois n'étaient pas verticales, elles étaient inclinées à environ 70 degrés, mais la terre était dure et lisse, n'offrant aucune prise. Chaque fois que Todd parvenait à grimper de quelques dizaines de centimètres, le sol s'effritait sous son poids et il glissait à nouveau vers le bas, les ongles arrachés, les paumes écorchées. Après une 12aine de tentatives, il avait abandonné, s'affaissant contre la paroi. Le faisceau de sa lampe de poche pointait inutilement vers le cercle de ciel au-dessus de lui. Cette première nuit dans la fosse fut la plus longue de la vie de Todd. Il était resté éveillé, écoutant les bruits de la forêt au-dessus, essayant de suivre les mouvements de la créature par le craquement occasionnel d'une branche ou le bruissement du sous-bois. Vers ce qu'il a estimé être 3 heures du matin, il l'a entendu crier à nouveau ce même son terrible qui l'avait réveillé la première fois, mais plus lointain maintenant, résonnant à travers les arbres. Quelque chose d'autre avait répondu depuis une direction différente, un cri similaire mais plus aigu. Et pendant quelques minutes, la forêt avait été vivante de ces cris étranges, comme des géants s'appelant les uns les autres à travers des distances impossibles. Quand l'aube était enfin arrivée, peignant le cercle de ciel au-dessus de lui dans des nuances de gris et de rose, Todd avait fait le point sur sa situation avec la précision méthodique que son ex-femme appelait son mode survie, l'état dans lequel il entrait en cas de crise quand l'émotion devenait un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il avait d'abord catalogué ses blessures, des côtes probablement contusionnées du côté gauche, une épaule foulée qui hurlait quand il essayait de lever le bras au-dessus de sa tête, des dizaines de coupures et d'égratignures dues au trajet à travers la forêt, mais rien qui ne mette sa vie en danger immédiatement. Ses vêtements étaient déchirés mais fonctionnels. Il avait toujours sa lampe de poche, son outil multifonction, sa gourde à moitié pleine. Ce qu'il n'avait pas, c'était son sac à dos avec sa nourriture, son abri et surtout son téléphone satellite. Celui-ci était resté à son campement, où que ce soit maintenant, probablement à des kilomètres de là, à travers une forêt sans sentier. Il n'avait pas sa tente ni son sac de couchage. Il n'avait pas son filtre à eau, ni sa trousse de premier secours, ni aucune des préparations minutieuses qui étaient censées le garder en sécurité. Tout ce qu'il avait, c'était ce qu'il portait sur lui quand la créature l'avait attrapé.
ce qui ne représentait presque rien. Le soleil était monté plus haut, le cercle de ciel au-dessus s'éclaircissant jusqu'à un bleu brillant, et Todd avait réalisé avec une horreur sourde que personne ne savait où il était. Pas précisément. Il avait déposé un itinéraire de base au poste des gardes forestiers, Olympic National Forest, sentier de Graves Creek, 4 jours, mais la forêt couvrait près de 400 000 hectares. Même si quelqu'un remarquait son retard, même s'ils envoyaient des équipes de recherche, les chances qu'ils trouvent un homme seul dans une fosse cachée quelque part dans cette vaste étendue sauvage étaient pratiquement nulles. Son ex-femme ne s'attendrait pas à avoir de ses nouvelles avant des semaines. Son école était en vacances d'été. Ses collègues étaient dispersés pour leurs propres vacances. Il pouvait mourir ici et personne ne commencerait même à le chercher avant des mois. Cette pensée, plus que tout ce qui s'était passé, avait finalement percé le choc de Todd et provoqué la panique. Il s'était mis à crier à l'aide, hurlant jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, sachant même en le faisant que l'effort était futile. La fosse était trop isolée, trop loin de tout sentier, et sa voix ne portait pas loin dans la végétation qui étouffait les sons. Après une demi-heure de cris, il s'était effondré contre la paroi, la poitrine haletante, des larmes de frustration et de terreur coulant sur son visage. La créature était revenue vers midi. Todd l'avait entendu approcher, le craquement des branches, les pas lourds, cette respiration rauque et rythmique, et s'était précipité de l'autre côté de la fosse, se plaquant contre la paroi. Elle était apparue au bord, massive et terrible, en pleine lumière du jour, et Todd avait pu la voir clairement pour la première fois. Elle mesurait peut-être 2,90 m, avec des épaules qui devaient faire 1,20 m de large, des bras qui pendaient au-delà de ses genoux, chaque main terminée par des ongles sombres et épais, qui n'étaient pas tout à fait des griffes, mais pas tout à fait humains non plus. Son corps était couvert d'une fourrure brun foncé, emmêlée et sale, avec des plaques de peau nues visibles sur sa poitrine et son visage qui était coriace et gris-noir. Le visage était la pire partie, presque humain dans sa structure mais déformé, étiré, avec une lourde arcade sourcilière qui ombrageait des yeux profondément enfoncés, un nez large et plat et une bouche pleine de dents qui semblaient conçues pour déchirer la viande. Ses yeux avaient regardé Todd avec une intelligence qui lui avait donné la chair de poule, une conscience calculatrice qui suggérait que cette chose comprenait exactement ce qu'elle avait fait, qu'elle l'avait mis là délibérément. Pendant un long moment, ils s'étaient juste regardés, l'homme et la créature, séparés par près de 4 mètres de distance verticale, qui aurait aussi bien pu être 1 kilomètre. Puis, la créature avait émis un son, une vocalisation basse et grondante qui aurait pu être une communication ou juste un bruit aléatoire, et elle avait jeté quelque chose par-dessus bord. Todd avait reculé d'un bond alors que l'objet atterrissait avec un bruit sourd et humide au centre de la fosse. C'était de la viande, un morceau de ce qui ressemblait à de la chair de cerf, d'environ 7 kilos, encore attaché à une section de peau à la fourrure brune et rêche. La viande était relativement fraîche, tuée dans les 2 derniers jours, commençant déjà à sentir dans l'air chaud. La créature l'avait observé de ses yeux fixes, attendant, et comme Todd ne bougeait pas vers la viande, elle avait de nouveau émis ce son grondant, transmettant d'une manière ou d'une autre de l'impatience ou de l'attente. Puis elle s'était retournée et s'était éloignée dans la forêt, laissant Todd seul avec la carcasse. Il n'avait pas touché la viande ce premier jour. L'idée de manger quelque chose que cette chose lui avait apporté, d'accepter de la nourriture d'une créature qui gardait des os humains dans sa fosse, avait été trop pour sa sensibilité civilisée. Au lieu de cela, il avait poussé le morceau de cerf dans le coin le plus éloigné de l'endroit où il avait décidé de s'asseoir, essayant d'ignorer les mouches qui s'y rassemblaient déjà. Il avait rationné sa demi-gourde d'eau, s'autorisant de minuscules gorgées toutes les quelques heures, essayant de calculer combien de temps il pourrait survivre sans nourriture, ni plus d'eau. Le 2e jour, ses calculs étaient devenus sans objet.
La soif était devenue une présence dévorante, sa bouche si sèche que sa langue collait à ses dents, sa tête martelée par la déshydratation. La viande de cerf était devenue une masse grouillante de mouches, l'odeur écrasante dans l'espace confiné de la fosse. Todd avait de nouveau essayé de grimper aux parois, utilisant son outil multifonction pour tailler des prises, mais la terre compacte s'était effritée même sous cette petite perturbation, et il n'avait réussi qu'à provoquer de petites avalanches de terre qui lui piquaient les yeux et lui remplissaient la bouche d'un goût de décomposition. La créature était revenue ce soir-là, apparaissant au bord alors que le soleil se couchait. Elle avait regardé Todd avec ce qui aurait pu être de la désapprobation ou de la confusion, sa tête massive s'inclinant en constatant que la viande n'avait pas été touchée. Puis, elle avait émis un son différent, une sorte de grognement aboyant, et elle avait fait quelque chose qui avait glacé le sang de Todd. Elle était descendue dans la fosse, les parois que Todd ne pouvait pas escalader, qui s'effritaient sous son poids et n'offraient aucune prise. La créature les avait descendues avec l'aisance d'un chat descendant d'un arbre. Ses mains et ses pieds avaient trouvé des prises qui n'existaient pas, ou peut-être en avait-il créé par la seule force, et en quelques secondes, elle avait atterri au fond de la fosse à côté de lui. De près, l'odeur était suffocante, une agression physique qui faisait pleurer les yeux de Todd. La créature était énorme, le dominant, pesant facilement le double de son poids et faisant une fois et demie sa taille, tout en muscles et en puissance primale. Todd avait essayé de se recroqueviller, de se rendre invisible contre le mur, mais il n'y avait nulle part où aller. La créature avait tendu une main massive. Mon Dieu, ses mains étaient immenses, les doigts aussi épais que les poignets de Todd, et elle l'avait saisi par le bras. Pas brutalement, pas avec la force écrasante qu'elle avait utilisée lors de sa capture, mais fermement, le maintenant en place. Son autre main avait ramassé le morceau de viande de cerf, les mouches se dispersant en nuages furieux, et elle avait poussé la viande vers le visage de Todd. Le message était clair. Mange. Cette chose s'attendait à ce qu'il mange. Todd avait détourné la tête, l'estomac se soulevant à la proximité de la chair en décomposition, mais la créature avait insisté. Elle avait de nouveau émis ce grognement aboyant, plus fort, et avait pressé la viande contre la bouche de Todd assez fort pour lui fendre la lèvre. Le goût du sang, de la viande crue et de la pourriture avait inondé sa bouche et il avait eu un haut-le-cœur, essayant de se dégager, mais la poigne de la créature sur son bras s'était resserrée, juste assez pour envoyer des pointes de douleur avertisseuses jusqu'à son épaule. « Mange, ou tu souffriras ». C'était le choix, manger ou découvrir ce que ses mains massives pouvaient faire quand elles cessaient d'être douces. Alors Todd avait ouvert la bouche et mordu dans la chair de cerf putride, ses dents arrachant un morceau qu'il s'était forcé à mâcher et à avaler, luttant contre la bile qui montait dans sa gorge. La viande était infecte, commençant déjà à se décomposer avec la texture du carton mouillé et un goût de cuivre et de pourriture. Mais il l'avait avalée, puis il avait pris une autre bouchée quand la créature avait de nouveau poussé la carcasse vers lui, et une autre, jusqu'à ce qu'il ait consommé peut-être un demi-kilo de viande avariée et que son estomac soit agité par la nausée. Ce n'est qu'alors que la créature avait semblé satisfaite. Elle avait laissé tomber le reste de la viande, lui avait tapoté la tête d'une de ses mains énormes. Le contact était étonnamment doux, presque affectueux, comme quelqu'un qui caresse un chien, puis elle était remontée le long du mur et avait disparu dans l'obscurité grandissante. Todd avait vomi la viande moins d'une heure plus tard, son corps rejetant la chair avariée. Il avait passé la nuit recroquevillé sur le côté, frissonnant malgré la chaleur estivale, son esprit luttant pour traiter ce qui s'était passé. La créature le nourrissait, le gardait, pas comme de la nourriture. Si elle avait voulu le manger, elle l'aurait déjà fait. Non, c'était autre chose. C'était de la possession. C'était la façon dont un enfant pourrait garder un animal capturé, le forçant à manger, lui tapotant la tête,
vérifiant périodiquement qu'il ne s'était pas échappé. Les jours qui suivirent se fondirent en une routine cauchemardesque. La créature apparaissait une ou parfois 2 fois par jour, apportant toujours de la nourriture. Parfois, c'était de la viande de cerf, parfois des animaux plus petits, des lapins, des écureuils, une fois un saumon entier avec sa tête encore attachée. La nourriture n'était jamais cuite, commençant souvent à se gâter, et Todd apprit à la manger quand même car l'alternative était de se la faire enfoncer dans la gorge. Il apprit à garder la viande, dans le coin, le plus éloigné de l'endroit où il dormait, apprit à chasser les mouches avant de prendre une bouchée, apprit à ignorer le goût et la texture et à se concentrer sur le simple fait que manger signifiait survivre un jour de plus. L'eau avait été encore plus critique. La fosse n'avait pas de source d'eau naturelle, et Todd approchait de la mort par déshydratation quand la créature avait résolu le problème à sa manière dérangeante. Le 4e jour, elle était descendue en portant quelque chose que Todd n'avait pas pu identifier au début, une section de bûche creusée d'environ 50 cm de long, remplie d'eau. La créature l'avait posée au centre de la fosse, éclaboussant la moitié du contenu, puis elle était remontée. L'eau était brune et pleine de débris, probablement puisée dans une mare stagnante, mais Todd s'était jeté dessus désespérément, buvant jusqu'à ce que son estomac rétréci ne puisse plus en contenir. Après cela, la créature avait gardé la bûche remplie, revenant tous les jours ou tous les 2 jours pour la remplir à partir de la source qu'elle avait trouvée. L'eau n'était jamais propre. Todd pouvait parfois y voir des choses nager, pouvait sentir le goût de la végétation en décomposition, mais elle le maintenait en vie et c'était tout ce qui comptait. Le temps perdit toute signification dans la fosse. Les jours et les nuits défilaient au-dessus de lui, le cercle de ciel passant du bleu au noir étoilé et vice-versa, mais Todd arrêta de compter après 2 semaines. Son corps avait commencé à s'adapter à l'horreur de sa situation d'une manière qui le terrifiait. Son estomac s'était habitué au régime de viande crue et avariée. Son esprit avait développé des routines et des rituels qui le maintenaient sain d'esprit. Faire le tour du périmètre de la fosse exactement 100 fois, chaque matin, graver des marques dans le mur avec son outil multifonction pour suivre quelque chose même s'il avait perdu le fil de ce que c'était. Se parler à lui-même dans de longues conversations décousues sur ses élèves, son ex-femme, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de sa salle de classe les après-midi d'hiver. La créature était devenue presque familière. Todd avait commencé à reconnaître ses habitudes, la façon dont elle apparaissait juste après l'aube la plupart des jours, le grognement particulier qu'elle émettait quand elle était satisfaite qu'il ait mangé la nourriture, la façon dont elle s'asseyait parfois au bord de la fosse pendant des heures, le regardant simplement de ses yeux réfléchissants. Il y avait de l'intelligence là-dedans. Todd en était devenu certain. Pas une intelligence humaine, pas le genre qui construit des villes ou écrit des symphonies, mais une sorte de conscience rusée qui comprenait les outils, le territoire et la possession. Parfois, la créature apportait autre chose que de la nourriture. Une fois, elle avait jeté une bâche bleu vif dans la fosse, déchirée et sale, mais toujours fonctionnelle. Et Todd l'avait utilisée avec gratitude pour créer un abri rudimentaire contre la pluie. Une autre fois, elle avait apporté un raton laveur mort qui portait un collier, suggérant qu'elle avait pillé la propriété de quelqu'un, l'animal de compagnie de quelqu'un, et Todd avait ressenti une bouffée d'espoir que peut-être la civilisation était assez proche pour que la créature l'atteigne, que peut-être quelqu'un cherchait l'animal disparu et pourrait trouver cette fosse dans ses recherches. Mais les jours avaient passé et personne n'était venu, et l'espoir s'était estompé pour retourner à l'engourdissement général qui était son état constant. Le pire n'était pas la faim, ni la saleté, ni même la peur. C'était la solitude. Todd avait toujours été à l'aise avec la solitude, l'avait activement recherchée après son divorce. Mais c'était différent. C'était un isolement si complet qu'il avait l'impression de mourir à petit feu.
Il passait des jours sans entendre une voix humaine, y compris la sienne, des jours où les seuls sons étaient la forêt au-dessus et les visites de la créature. Son esprit avait commencé à lui jouer des tours, à imaginer des conversations avec des gens qui n'étaient pas là, à entendre la voix de son ex-femme l'appeler de quelque part, au-delà de la fosse, à voir les visages de ses élèves dans les motifs de lumière et d'ombre sur les murs. Il avait commencé à parler à la créature, non pas parce qu'il pensait qu'elle comprendrait, mais parce qu'il avait besoin d'entendre des mots, besoin de façonner des sons en signification, même si cette signification était perdue pour son ravisseur. Il narrait ses actions. « Je bois de l'eau maintenant. Je mange le lapin que tu as apporté. » Et parfois il lui racontait des histoires, des versions simplifiées, des leçons de science qu'il avait l'habitude d'enseigner, sur la photosynthèse, le cycle de l'eau, et pourquoi le ciel est bleu. La créature s'asseyait au bord et écoutait, ou du moins elle restait immobile pendant que Todd parlait, et peut-être que cela comptait pour quelque chose. Le 63e jour, selon l'estimation de Todd, bien que son décompte soit devenu peu fiable, des jours étant sautés ou répétés dans sa mémoire fracturée, quelque chose changea. La créature était apparue au bord comme d'habitude, mais elle n'avait pas apporté de nourriture. Au lieu de cela, elle avait émis un son que Todd n'avait jamais entendu de sa part, une sorte de ululement agité qui résonnait à travers la forêt. Elle avait arpenté le bord de la fosse, d'avant en arrière, s'arrêtant parfois pour regarder Todd avec ce qui aurait pu être de l'inquiétude ou de la possessivité, sa tête massive se balançant d'un côté à l'autre. Puis Todd avait entendu ce qui l'avait dérangé. Un autre cri, similaire à celui de la créature, mais différent en ton et en timbre, venant de quelque part au nord. La créature au bord avait répondu par son propre cri, un son si fort et si proche que Todd avait plaqué ses mains sur ses oreilles, sentant la vibration dans sa poitrine. L'échange s'était poursuivi. Appel et réponse, chaque cri plus proche que le précédent. Et Todd avait réalisé avec un mélange de terreur et d'espoir fou qu'un autre arrivait. Une autre créature se dirigeant vers la fosse, vers lui. La créature qu'il avait gardée, et Todd la considérait maintenant comme sa créature, avec toute la possessivité malsaine que cela impliquait, avait émis un son ressemblant à un grognement et s'était élancé loin de la fosse, se frayant un chemin à travers le sous-bois en direction des cris qui approchaient. Pendant quelques minutes, Todd put suivre leurs mouvements par le son, le craquement des branches, le bruit sourd des pas lourds, les vocalisations croissantes qui semblaient être une sorte de défi ou d'avertissement. Puis, les sons avaient convergé et la forêt avait éclaté dans le chaos. Le combat, quand il eut lieu, ne ressemblait à rien de ce que Todd avait jamais entendu. Les cris étaient constants maintenant, deux voix se superposant dans une cacophonie de rage et d'agression. Les arbres tremblaient, le sol vibrait sous des impacts qui suggéraient des corps massifs entrant en collision, s'agrippant, engagés dans le combat. Todd entendit ce qui ressemblait à du bois se brisant, à des os se fracturant, à la violence fondamentale de la nature dépouillée de toute prétention de civilisation. Le combat semblait se déplacer en cercle autour de la fosse, parfois assez près pour que Todd puisse entendre les respirations haletantes entre les cris, parfois assez loin pour se fondre dans le bruit de fond. Cela dura ce qui sembla être des heures, mais fut probablement plus proche de 20 minutes. Puis, soudain, l'une des voix changea de qualité, devenant plus aiguë, plus désespérée. Il y eut un son comme celui d'un animal blessé, un cri de douleur qui monta, tomba et s'arrêta finalement brusquement. Des pas lourds se retirèrent rapidement dans la forêt, se frayant un chemin à travers le sous-bois sans aucun souci de discrétion. Et puis le silence, rompu seulement par la respiration saccadée de celui qui avait gagné. Todd s'était plaqué contre le mur, essayant de se rendre invisible, sachant que ce qui viendrait au bord ensuite pourrait ne pas être la créature qui l'avait nourri et maintenu relativement en sécurité. La respiration s'était rapprochée, accompagnée de l'odeur, cette terrible puanteur de pourriture, mais en quelque sorte pire maintenant, mélangée à l'odeur cuivrée du sang frais. Et puis,
Elle était apparue au bord, se découpant en silhouette contre le ciel de l'après-midi. C'était la même créature. Todd pouvait le dire à des détails subtils, un motif particulier dans sa fourrure emmêlée, la forme de sa tête, la façon dont elle favorisait légèrement sa jambe gauche. Mais elle était blessée. Même du fond de la fosse, Todd pouvait voir le sang qui collait la fourrure sur son épaule, la façon dont elle tenait un bras près de son corps. Elle le fixa un long moment, ses yeux réfléchissant plus ternes que d'habitude, puis elle émit un son. Pas le grognement possessif ou l'aboiement pour la nourriture, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui semblait presque plaintif. Puis elle s'était retournée et s'était éloignée en boitant dans la forêt, se déplaçant dans la direction opposée à celle du combat. Et Todd avait réalisé que c'était peut-être sa seule chance. Le combat avait endommagé la fosse. Une section du mur, près de l'endroit où les créatures s'étaient battues le plus près du bord, s'était partiellement effondrée, la terre et les racines arrachées par la violence de leur combat. La pente y était moins lisse, avec des rochers et des racines exposées qui pourraient peut-être offrir suffisamment de prise pour grimper. Le corps de Todd, affaibli par des mois de captivité et une nutrition inadéquate, cria de protestation alors qu'il se traînait jusqu'à cette section du mur. Ses mains, dont les ongles avaient été arrachés depuis longtemps lors de ses précédentes tentatives d'évasion, laissèrent des empreintes sanglantes sur les rochers alors qu'il commençait à grimper. C'était une agonie. Chaque centimètre gagné lui coûtait de la peau et une force qu'il n'avait pas en réserve. Les racines s'effritaient sous son poids, le faisant glisser en arrière, le forçant à recommencer de plus bas. Son épaule, jamais complètement guérie de cette première nuit, envoyait des éclairs de douleur à travers son torse chaque fois qu'il se hissait vers le haut. Mais la peur du retour de la créature, d'être ramené au fond de la fosse, de passer le reste de sa vie, aussi courte soit-elle, comme une chose gardée, lui donnait une force qu'il ne savait pas posséder. À mi-chemin, son pied trouva prise sur une racine qui tint bon. Aux trois quarts du chemin, sa main se referma sur un rocher encastré dans le mur qui ne se détacha pas quand il y transféra son poids. Et puis, dans une dernière charge désespérée qui déchira quelque chose dans son épaule déjà blessée, la main de Todd s'était refermée sur la végétation au bord, des fougères et de la mousse, et il s'était hissé par-dessus le rebord, s'effondrant sur le sol de la forêt. Pendant un long moment, il était resté allongé là, la poitrine haletante, chaque muscle tremblant d'épuisement. Le ciel au-dessus était visible à travers la canopée, infini et bleu, et Todd avait eu envie de pleurer à sa vue, de pouvoir voir plus qu'un simple cercle de ciel encadré par des murs de terre, mais il n'y avait pas de temps pour les larmes. Quelque part dans la forêt, la créature qui l'avait gardée était toujours en vie, et quand elle se remettrait de ses blessures, elle reviendrait. Elle vérifierait son trophée, sa possession, et elle trouverait la fosse vide. Todd s'était forcé à se mettre debout, un chancelant vertige, et il avait commencé à courir, ou ce qui passait pour de la course dans son état, une démarche titubante, cahotante, à peine plus rapide que la marche. Il n'avait aucune idée de la direction à prendre, aucun sens de l'endroit où les sentiers, les routes ou tout autre être humain pourrait se trouver. Il a juste choisi une direction opposée à celle du combat et il s'est mis en mouvement, se frayant un chemin à travers le sous-bois, trébuchant sur les racines, tombant, se relevant et tombant à nouveau. Le soleil s'était couché, levé et couché à nouveau, pendant que Todd se déplaçait à travers la forêt. Il n'avait ni nourriture, ni eau, ni plan au-delà de mètres de la distance entre lui et la fosse. Son esprit s'était réduit à l'impératif le plus basique, bouger ou mourir. Quand il tombait et ne pouvait pas se relever immédiatement, il rampait. Quand il arrivait à des ruisseaux, il buvait désespérément, ne se souciant pas des parasites, des bactéries ou de quoi que ce soit d'autre que le liquide dans sa bouche. Quand l'obscurité rendait tout mouvement impossible, il se recroquevillait au pied d'un arbre et s'évanouissait pendant quelques heures, se réveillant en sursaut à chaque bruit, convaincu que la créature l'avait retrouvé. Le troisième jour de son évasion, pensait-il, bien que le temps soit redevenu insignifiant,
Tout se brouillant dans un brouillard de douleur et d'épuisement, Todd avait entendu le plus beau son du monde. Il était faible au début, à peine distinguable du bruit blanc du vent et de l'eau, mais alors qu'il se dirigeait vers lui, le son était devenu plus clair et plus distinct. Des véhicules, des voitures et des camions se déplaçant sur l'asphalte, le bourdonnement de la civilisation, la promesse d'aide, de sécurité et de la fin du cauchemar. Il s'était alors mis à courir, ou du moins avait essayé, ses pieds en ruine à peine capables de supporter son poids. La forêt avait commencé à s'éclaircir, la vieille forêt cédant la place à une forêt de seconde pousse, puis à des broussailles, et soudain, Todd avait jailli de la lisière des arbres sur le bas-côté d'une autoroute. Le bitume était chaud sous ses pieds. Le soleil de l'après-midi brillant et écrasant après si longtemps sous la canopée forestière, et il était resté là, chancelant, essayant de faire signe aux voitures qui passaient à toute allure à 100 km à l'heure. Le gendarme avait failli faire une embardée dans le fossé en essayant de l'éviter. Todd avait vu les gyrophares, avait senti ses jambes lâcher, et il s'était effondré au milieu de la route, tout le rattrapant enfin. La captivité, l'évasion, les jours de fuite nourris uniquement par la terreur et la volonté. Et puis, il y avait eu des mains sur lui, des voix posant des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre, la sirène hurlante d'une ambulance, le soulagement béni de lâcher prise, de savoir qu'il n'avait plus à se maintenir en vie lui-même, parce que d'autres personnes le feraient pour lui. Maintenant, 8 semaines après son sauvetage, Todd est assis dans un lit d'hôpital à Olympia et essaie d'expliquer au défilé incessant de visages sceptiques, médecins, psychiatres, inspecteurs de police, gardes forestiers, ce qui lui est arrivé. Son corps raconte une partie de l'histoire. Il pesait 77 kilos quand il a commencé sa randonnée et 42 quand le gendarme l'a trouvé. Ses pieds sont encore couverts de bandages. L'infection enfin maîtrisée, mais susceptible de laisser des séquelles permanentes. Son épaule ne guérira jamais complètement. Ses mains tremblent constamment. Un tremblement que les médecins disent pouvoir être psychologique, nerveux ou les deux. Mais c'est l'histoire elle-même que personne ne croit. Ils avaient trouvé son campement abandonné, exactement là où il avait dit qu'il serait, sa tente et son équipement intact après plus de 2 mois. Ils avaient fouillé la zone qu'il avait tenté de décrire, la direction dans laquelle il pensait avoir été emmené, à la recherche de la fosse. Ils avaient fait appel à des chiens, des hélicoptères et des radars à pénétration de sol. Ils avaient passé au peigne fin des kilomètres de forêt, documentant chaque dépression, chaque trou et chaque formation naturelle. Et ils n'avaient rien trouvé. Pas de fosse, pas d'empreinte. Aucune preuve d'une créature plus grande que des ours noirs et des wapitis. Les psychiatres ont été doux mais fermes dans leurs suggestions. Crise psychotique, probablement déclenchée par l'isolement et le stress de son récent divorce. Possible épisode dissociatif. L'esprit humain, explique-t-il gentiment, est remarquablement créatif lorsqu'il s'agit de se protéger d'un traumatisme. Même d'un traumatisme qui n'existe que dans sa propre perception. Le fait qu'il ait été retrouvé gravement dénutri et déshydraté, qu'il ait clairement passé des mois dans la forêt, ne signifie pas que l'histoire que son esprit a créée pour expliquer cette expérience est réelle. Todd a cessé d'essayer de les convaincre. Il sait ce qui s'est passé. Son corps le sait. Il connaît le goût de la viande en décomposition forcée entre ses dents, connaît la sensation de mains massives lui tapotant la tête, connaît l'odeur qui lui donne encore la nausée quand il sent quelque chose de similaire. Son esprit le sait, même s'il est fracturé et peu fiable, même si les cauchemars ont rendu difficile la distinction entre la mémoire et la terreur. Quelque part dans l'Olympic National Forest, il y a une fosse de près de 4 mètres de profondeur avec son sang sous les ongles, avec son désespoir gravé dans les murs. Quelque part là-bas, une créature s'occupe de son territoire et pleure sa possession perdue. Les médecins disent qu'il sera libéré la semaine prochaine, transféré dans un établissement psychiatrique pour un traitement et une évaluation continue. Son ex-femme a appelé une fois, gênée et inquiète, suggérant
qu'il pourrait peut-être venir rester avec elle pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Son école l'a mis en congé maladie pour une durée indéterminée, compréhensive, mais claire sur le fait qu'il ne retournera pas dans sa salle de classe de sitôt. Sa vie, telle qu'elle était, a été suspendue, attendant qu'il se remette de quelque chose que personne ne croit être arrivé. Parfois, tard dans la nuit, quand l'hôpital est calme et que les médicaments se sont suffisamment dissipés pour laisser son esprit vagabonder, Todd pense à la créature. Il se demande si elle est retournée à la fosse et l'a trouvée vide. Il se demande si elle l'a cherchée, se déplaçant à travers la forêt avec cette démarche dégingandée, essayant de suivre l'odeur de son trophée perdu. Il se demande si elle le pleure, si quelque chose qui semble presque intelligent peut ressentir la perte, ou si elle est simplement passée à d'autres préoccupations, d'autres territoires, d'autres proies. Mais la plupart du temps, il essaie de ne pas y penser du tout. Parce que y penser signifie se souvenir, et se souvenir signifie reconnaître la vérité que personne d'autre n'acceptera. Quelque part dans la vaste nature sauvage du nord-ouest du Pacifique, il y a des choses qui existent en dehors des limites de la connaissance humaine, des choses qui se déplacent à travers la forêt comme des fantômes, ne laissant aucune trace, sauf dans les esprits brisés de ceux qui ont la malchance de les rencontrer. Et parfois, pour des raisons que personne ne peut expliquer, ces choses choisissent de garder ce qu'elles trouvent. Elles cachent des humains comme certains prédateurs cachent de la nourriture, les stockant dans des fosses profondes, les nourrissant juste assez pour les maintenir en vie, les traitant comme des trophées, des animaux de compagnie ou des possessions. Todd avait été gardé. Il avait été une pièce de collection, une curiosité, quelque chose de collecté, entretenu et vérifié périodiquement avec la même attention désinvolte qu'une personne pourrait accorder à un aquarium négligé. Et le pire, la chose qui le tient éveillé même quand les médicaments auraient dû l'assommer, c'est la connaissance qu'il avait eue de la chance. Le fémur humain dans cette fosse suggérait qu'il n'avait pas été le premier. La façon dont la créature savait exactement comment le maintenir en vie, la nourriture, l'eau, l'efficacité presque routinière de la chose, suggérait qu'il n'était peut-être même pas le deuxième ou le troisième. Et s'il avait été gardé, d'autres pourraient l'être aussi. En ce moment même, aujourd'hui, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans une fosse quelque part dans la forêt sans fin, attendant qu'un monstre apporte son prochain repas, devenant lentement fou d'isolement, de terreur et du fait incompréhensible de sa captivité. Mais personne ne les cherchera, parce que personne ne croit qu'ils existent, parce que l'histoire de Todd est devenue une fable, édifiante sur les dangers de l'isolement et de la maladie mentale, plutôt qu'un avertissement sur ce qui se cache dans les endroits que l'humanité n'a pas entièrement cartographiés. Il portera cette connaissance seule, cette certitude que quelque chose de terrible et d'inconnu est là-bas, traitant les êtres humains comme des objets de collection, comme des jouets, comme des choses à posséder, à entretenir et à oublier quand quelque chose de plus intéressant se présente. Les médecins traiteront son traumatisme, les psychiatres travailleront sur ses délires, et finalement, il apprendra à leur dire ce qu'ils veulent entendre, à simuler une guérison assez convaincante pour être relâché dans un monde qui n'a pas de place pour sa vérité. Mais tard dans la nuit, dans les heures calmes où l'hôpital s'installe dans ses rythmes de moniteurs qui bipent et de pas feutrés, Todd se souviendra. Il se souviendra de l'odeur de pourriture et de fourrure mouillée. Il se souviendra du son de mains massives, trouvant prise sur des parois de terre lisse. Il se souviendra du goût de la viande avariée et de l'eau contaminée. Il se souviendra de la façon dont ses yeux réfléchissants le regardaient, avec quelque chose qui aurait pu être de la curiosité, de l'affection ou le regard vide d'un enfant qui avait capturé quelque chose d'intéressant dans un bocal et finirait par oublier de le nourrir. Et il se demandera, avec le genre d'effroi qu'aucun médicament ne peut apaiser, si la créature pense encore à lui parfois, si elle retourne à la fosse vide et regarde les murs qu'il a ensanglantés en essayant de s'échapper, si sa pièce de collection lui manque, cette chose à deux pattes qu'elle a maintenue en vie
par un instinct ou une impulsion qui n'avait de sens que dans l'architecture étrange de son esprit. Si, quelque part dans la vaste forêt, elle ne cherche pas déjà un remplaçant, un autre randonneur ou campeur perdu, ou une personne qui est entrée dans les bois et n'en est jamais revenue, cette pensée le terrifie, mais pas autant que l'autre pensée, celle qu'il ne peut jamais tout à fait chasser, peu importe ses efforts, que si on lui en donnait l'occasion, s'il se retrouvait d'une manière ou d'une autre au bord de cette fosse, avec la créature le regardant de ses yeux réfléchissants, une partie de lui, une partie brisée, traumatisée, qui a appris à survivre en captivité, pourrait en fait vouloir redescendre. Parce qu'au moins dans la fosse, il connaissait sa place dans le monde, il comprenait les règles. Il avait un but, même si ce but était simplement d'être gardé, d'être possédé, d'être le trophée de la créature. La guérison, promettent les médecins, lui donnera un nouveau but. La thérapie l'aidera à reconstruire sa vie. Le temps guérira les blessures, tant physiques que psychologiques. Mais Todd sait mieux. Il sait que certaines expériences laissent des marques qui ne s'effacent jamais complètement, que certaines vérités, une fois apprises, ne peuvent jamais être désapprises. Il sait qu'il passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, à sursauter au bruit soudain, à scruter la lisière des arbres chaque fois qu'il sera près d'une forêt. Et il sait qu'il ne randonnera plus jamais seul, qu'il ne s'aventurera plus jamais dans la nature sauvage qui avait été autrefois son sanctuaire, parce qu'il comprend maintenant ce qui se cache dans les espaces entre les sentiers balisés, dans les 400 000 hectares de forêt où les êtres humains sont au mieux des invités et au pire des proies. Il comprend qu'il y a des choses dans le monde que la science n'a pas nommées, que les appareils photos n'ont pas capturées, qui existent dans les lacunes de la connaissance humaine comme des prédateurs attendant dans les hautes herbes. La créature est toujours là-bas. Todd en est certain, avec une certitude qui transcende les preuves, les faits ou tout ce que le monde rationnel pourrait exiger. Elle est là-bas, sur son territoire, s'occupant de son domaine, vivant selon des règles qui n'ont rien à voir avec la compréhension humaine. Et peut-être qu'elle garde encore des choses. Peut-être que quelque part dans l'Olympic National Forest, il y a une autre fosse aux parois lisses, impossible à escalader, une autre personne apprenant la routine de la captivité, une autre vie réduite à attendre des morceaux de viande et le son de pas qui approchent. Mais personne ne les cherchera. Personne ne croira qu'ils existent. Parce que l'histoire de Todd est devenue une parabole sur la maladie mentale et la fragilité de l'esprit humain sous le stress, et l'horreur réelle, la chose qui s'est réellement produite, a été expliquée, rationalisée, réduite à un délire, un traumatisme et la créativité infinie d'un cerveau essayant de donner un sens à une souffrance qu'il ne peut pas tout à fait traiter. Alors, Todd guérira. Ou du moins, il semblera guérir. Il dira les bonnes choses en thérapie, prendra les bons médicaments, jouera la normalité jusqu'à ce que les médecins soient satisfaits. Il reconstruira une version de sa vie, ne réenseignant probablement jamais, mais trouvant peut-être un travail qui ne nécessite pas autant d'interactions humaines, autant de prétentions que le monde est sûr, connaissable et régi par des règles qui ont un sens. Il existera dans l'espace liminal entre la vérité qu'il connaît et la réalité sur laquelle tout le monde insiste, portant sa connaissance comme une blessure qui ne se refermera pas, une histoire qui ne pourra jamais être racontée parce que personne ne veut l'entendre. Et tard dans la nuit, quand le sommeil ne viendra pas et que les médicaments se seront estompés, il pensera à la fosse. Il pensera au cercle de ciel qu'il pouvait voir du fond, à la façon dont les étoiles semblaient encadrées par des murs de terre, au son de la respiration rauque de la créature au-dessus de lui. Il pensera au fait d'avoir été gardé, possédé, réduit à quelque chose de petit, de captif et entièrement à la merci de quelque chose de vaste, d'inconnaissable. Et il se demandera si peut-être, d'une manière tordue, cette expérience n'a pas été la chose la plus honnête qui lui soit jamais arrivée.
dépouillés de toute prétention, de toute bienséance sociale et des mensonges confortables que les gens civilisés se racontent sur leur place dans l'ordre naturel. Parce que dans la fosse, il n'y avait aucune ambiguïté. Les règles étaient claires: manger ou mourir de faim, obéir ou souffrir, survivre ou mourir. Et Todd avait survécu. Contre toute attente qui aurait dû le tuer, à travers une expérience qui aurait dû le briser complètement, il avait trouvé la force de sortir de cette fosse et de retourner en titubant vers le monde de l'asphalte, des ambulances et des gens qui ne comprendraient jamais, ne pourraient jamais comprendre ce qu'il avait enduré. Cela devrait compter pour quelque chose. Cela devrait signifier quelque chose. Mais tout ce que cela signifie, en fin de compte, c'est qu'il est ici, dans ce lit d'hôpital, son histoire rejetée, son traumatisme pathologisé, sa vérité réduite à un délire. Il est l'homme qui prétend avoir été gardé dans la fosse d'un Bigfoot, l'histoire édifiante que d'autres randonneurs chuchoteront dans les campings, l'exemple que les professionnels de la santé mentale utiliseront dans leurs études de cas sur les épisodes dissociatifs et la psychologie de l'isolement. Et quelque part dans l'Olympic National Forest, dans une clairière qu'aucun humain ne trouvera jamais, il y a une fosse de près de 4 mètres de profondeur avec des murs lisses et des eaux au fond. La forêt pousse autour d'elle, la cachant des satellites. Des équipes de recherche et de quiconque pourraient tomber dessus et réaliser que certaines histoires de feux de camp sont vraies, que certains monstres sont réels, que le monde est plus vaste, plus étrange et plus terrible que ne le suggèrent les cartes. La créature s'occupe de son territoire. Elle chasse, crie et se bat avec d'autres de son espèce pour des frontières qu'eux seuls comprennent. Et peut-être que parfois, quand elle passe devant la fosse vide, elle s'arrête. Peut-être qu'elle regarde la terre remuer là où son trophée est sorti, les rochers tachés de sang et les racines arrachées. Peut-être qu'elle ressent quelque chose, la perte, la confusion ou juste la vague conscience que quelque chose qu'elle possédait a disparu. Peut-être qu'elle cherche un remplaçant, scrutant la forêt à la recherche d'une autre âme perdue à garder, à nourrir, à observer de ses yeux réfléchissants jusqu'à ce que le temps, une blessure ou l'ennui lui fasse oublier sa collection. Ou peut-être qu'elle ne pense pas du tout à Todd. Peut-être que les humains sont aussi interchangeables pour elle que les fourmis, les feuilles ou toute autre petite chose qui traverse son territoire. Peut-être que les mois de captivité de Todd, sa souffrance, sa terreur et son évasion désespérée n'ont pas eu plus d'importance dans la conscience de la créature que le cerf qu'elle tue, les arbres qu'elle brise ou les territoires qu'elle revendique. Cette incertitude est peut-être la pire partie de toutes. Parce qu'au moins, si Todd savait qu'il avait compté d'une manière ou d'une autre, s'il pouvait être certain que la créature regrettait son trophée perdu, le cherchait ou ressentait autre chose qu'une indifférence animale et vide, alors son expérience aurait un sens au-delà de son propre traumatisme. Mais la vérité est probablement plus simple et plus terrible. Il a été gardé parce qu'il était là. Il a été nourri parce que la créature avait un certain instinct de conserver ses possessions. Il était une pièce de collection au sens le plus littéral du terme, quelque chose gardé parce que la nature de la créature exigeait qu'elle garde des choses, non pas parce que Todd lui-même avait une valeur ou une signification particulière. Et maintenant, il est libre, ou ce qui passe pour la liberté dans une vie définie par une expérience que personne ne croit être arrivée. Il est le survivant d'un cauchemar qui, officiellement, n'a jamais eu lieu, portant des blessures que personne ne peut voir et des souvenirs que personne ne validera. Il est l'homme qui a été gardé, qui est sorti de la fosse, qui est revenu sur l'autoroute, à la civilisation et dans un monde qui n'a aucun cadre pour comprendre ce qu'il a enduré. Les médecins disent que la guérison est possible. Les psychiatres disent que la guérison est un voyage. Les inspecteurs disent qu'ils garderont le dossier ouvert, bien qu'il soit clairement passé à des enquêtes plus crédibles. Chacun a son rôle à jouer, sa part dans l'histoire sur laquelle ils se sont collectivement mis d'accord.
L'histoire où Todd a eu une crise de nerfs, a souffert d'un épisode dissociatif et est maintenant sur la voie de la guérison. Mais Todd connaît la vraie histoire. Il la porte dans son corps, dans ses pieds en ruine, son épaule blessée et le tremblement de ses mains. Il la porte dans son esprit, dans les cauchemars que les médicaments ne peuvent apaiser et les souvenirs que la thérapie ne peut résoudre. Il la porte dans sa connaissance de ce qui existe là-bas, dans la vaste nature sauvage, dans la certitude que la domination de l'humanité sur le monde naturel est plus fragile et provisoire que quiconque ne veut l'admettre. Et il sait qu'il la portera pour le reste de sa vie, cette vérité que personne ne veut entendre, cette expérience qui défie toute explication ou compréhension. Il vivra avec, comme on vit avec n'importe quelle maladie chronique, en la gérant, en la contournant, en trouvant des moyens de fonctionner malgré elle. Il reconstruira quelque chose qui ressemble à une vie, une approximation de la normalité, existera dans le monde, même si une partie de lui sera toujours au fond de cette fosse, attendant le son de pas qui approche, le retour de la créature qu'il a gardée. Parce qu'une fois que vous avez été gardé, une fois que vous avez appris ce que signifie être possédé par quelque chose de vaste, de terrible et d'absolument indifférent à votre humanité, vous ne vous en échappez jamais complètement. La fosse a peut-être des murs physiques que vous pouvez escalader, mais les murs psychologiques sont plus profonds, s'étendant dans des parties de vous-même que vous ne saviez pas exister jusqu'à ce qu'elles deviennent votre monde entier. Et sortir de ces murs est le travail de toute une vie, si tant est que ce soit possible. Todd est libre. Il a survécu. Il s'est échappé. Ce sont les faits sur lesquels tout le monde peut s'accorder. Les parties de l'histoire qui ont un sens sans nécessité de croire aux monstres, aux fausses ou aux créatures qui gardent les humains comme des trophées. Mais le reste, la vérité, n'appartient qu'à lui. Un fardeau qu'il portera en silence, parce que le dire n'attire que le scepticisme, l'inquiétude et des suggestions de traitements supplémentaires. Alors, il gardera sa vérité près de lui, comme la créature l'a gardée. Il l'entretiendra dans l'intimité de son propre esprit, la visitant dans les heures sombres où le sommeil ne vient pas, s'en occupant comme la créature s'occupait de sa collection. Et peut-être que c'est approprié, d'une manière horrible, qu'il devienne le gardien de sa propre histoire, le conservateur d'une expérience que personne d'autre ne préservera, le seul gardien d'une vérité trop terrible pour que le monde l'accepte. La créature est toujours là-bas, la fosse est toujours là. Et quelque part dans l'Olympic National Forest, dans la nature sauvage, vaste et sans sentier que les humains ont cartographié mais jamais vraiment connue, la possibilité existe que cela se reproduise, qu'un autre randonneur disparaisse, qu'une autre personne soit gardée, qu'une autre histoire émerge que personne ne croira. Le schéma se répétera parce que le monde est plus vaste que nous l'admettons et plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et certaines vérités existent, que quelqu'un soit prêt à les entendre ou non. Mais Todd saura. Même si personne ne le croit, même si son histoire devient une note de bas de page dans les revues médicales sur les délires post-traumatiques, même s'il passe le reste de sa vie à être gentiment détourné de ses faux souvenirs, il saura. Il était là. Il a survécu. Il est sorti de la fosse et est revenu pour raconter une histoire que personne ne veut entendre. Et cette connaissance, aussi terrible, aussi isolante, aussi exaspérante soit-elle, est à lui. La créature l'a gardé pendant des mois. Maintenant, il garde le souvenir, la vérité, la certitude que les monstres sont réels, que certains d'entre eux collectionnent les gens comme des babioles et que la forêt est pleine de secrets qui ne seront jamais révélés. Il a été gardé. Il était une pièce de collection. Et rien de ce que quiconque dira, fera ou prescrira ne changera jamais ce fait fondamental de son existence. La fosse est vide maintenant, mais ses murs sont permanents, construits non pas de terre mais d'expérience, et Todd vivra à l'intérieur pour le reste de sa vie.